Mandela, Lula da Silva, Ousmane Sonko, Donald Trump et le faux rêve de Laurent Gbagbo. En vérité, Laurent Gbagbo pense que comme Donald Trump a gagné, ah non, j'ai déjeuné hier avec l'ambassadeur français. Non, il y avait un secret, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. Oh, il n'y avait rien. Frère, il ne faut pas mentir aux gens ici. Ah non, j'ai mangé avec l'ambassadeur. C'est pas l'ambassadeur de France qui nomme les présidents en Côte d'Ivoire. Ah, vous qui dites que la Côte d'Ivoire est sous-préfecture française, vous êtes heureux maintenant qu'un simple ambassadeur, un sous-préfet de la France vous reçoive. Pour que Laurent Gbagbo devienne sous-préfet de la France. Eh, God. Même si on dit vous ne réfléchissez pas, mais ayez un peu honte. Donc, il aurait fallu que un ambassadeur puisse recevoir Laurent Gbagbo. Vous êtes fiers, c'est lui, un ambassadeur. Mais c'est que Ouattara est mieux que Gbagbo. Parce que c'est Sarkozy même qui était président de la France là. C'est lui qui a mis Ouattara. Mais pour vous, vous êtes heureux que ce sera un ambassadeur qui a mangé avec Gbagbo là. Lui va mettre Gbagbo au pouvoir. Mais vous êtes tombé, hein, cher Gore. C'est ce que j'ai dit toujours aux Gore et aux opposants qui sont tellement moutonisés dans leurs réflexions que j'ai dit, quand vous parlez là, est-ce que vous vous écoutez? Mais ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est ce qu'ils disent à ce moment-là. J'ai dit, ce que tu dis et puis ce que tu fais là, c'est ce qu'il faut comparer. N'est-ce pas vous qui avez dit que Ouattara a été le sous-préfet de la Côte d'Ivoire parce que il a été nommé par le président Nicolas Sarkozy? Ça veut dire Ouattara a été nommé par le président. Maintenant, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, en 2024, avant-hier, là, vous étiez tous contents. Parce que Laurent Gbagbo a été reçu par l'ambassadeur français. Et donc, là, ce qu'ils ont décidé, là, on ne peut pas dire à quelqu'un. Mais Laurent Gbagbo va devenir président en même temps. Il n'y a pas de problème. Quand Laurent Gbagbo va devenir président là-haut, est-ce que sous-préfet n'est pas mieux que lui? Puisque celui qui va mettre Laurent Gbagbo au pouvoir n'est pas président de la France. Donc, Laurent Gbagbo va devenir planton de la France. Si Ouattara est sous-préfet de la France, c'est que Laurent Gbagbo, là, lui, il est planton de la France. Ça, au moins, accepter cette logique minimale. Et donc, c'est devenu leur nouveau mot. Gbagbo, c'est comme Mandela. Gbagbo, c'est comme Lula. Gbagbo, c'est Ousmane Sonko. Gbagbo, c'est Trump. Hey, ne vous blaguez pas. Hein. Même en rêve, là, ça ne va pas se réaliser. Moi, je sais ce que j'ai dit là, ça vous fait mal. Mais je préfère vous dire la vérité. Même en rêve, ça ne va pas se réaliser. Pourquoi ça ne va pas se réaliser? Je vais vous donner 2 signes. Parce que Mandela, là, on ne l'a jamais mis en prison pour vol. On n'a jamais mis Mandela en prison pour vol. Alors que Laurent Gbagbo, là, on dit qu'il a volé l'argent. Et puis, on l'a condamné pour ça. Mandela n'est jamais allé à la CPI. C'est une honte que quelqu'un se retrouve à la CPI et qu'on lui dise, on a eu pitié de toi parce que les preuves qu'on voulait là, au-delà de tout doute raisonnable, ça veut dire la quantité de preuves qu'on voulait là, on n'a pas eu ça. Ça cause de ça, on va te laisser. Or, que ce soit Mandela, que ce soit Lula, que ce soit Sonko, que ce soit Trump, on ne les a pas encore vus devant la CPI. Et donc, ça veut dire qu'avant de te comparer à quelqu'un là, il faut aussi regarder les 2 sortes de vie. C'est devenu pratiquement une source de motivation politique pour le PPACI. Toutefois qu'une élection se déroule dans un pays et que celui qui remporte l'élection a eu des antécédents judiciaires ou est passé par la case prison, cela devient une fête pour les partisans de Laurent Gbagbo. C'est totalement normal. Parce que quand on est adepte de la médiocrité la plus abjecte, voilà le comportement que ça donne. Et donc, Mandela a fait la prison, Lula aussi avait fait prison, Ousmane Sonko avait fait prison, Donald, etc., etc. Mais c'est un acte honteux. Et c'est trop facile. On peut poser la question, pourquoi chacun s'est retrouvé en prison? Gbagbo, tu t'es retrouvé en prison parce que tu avais voulu voler une élection et celui que tu as trouvé en face de lui, Alassane Ouattara, t'a accueilli comme un fruit pourri et t'a jeté en prison. Ce n'était pas la première fois. En février 1992, il t'avait jeté en prison. Tu refais cette fois-ci là, on te met encore en prison.
La dernière scène en date est la victoire de Donald Trump, qui, malgré les nombreuses procédures judiciaires qui planent sur lui, est parvenu à remporter avec brio cette élection devant la démocrate Kamala Harris. Pour eux, si Trump, qui a été ancien président, comme Laurent Gbagbo, et qui a aussi eu des démêlés avec la justice, comme lui, est parvenu à se faire élire, cela voudrait dire que Laurent Gbagbo le sera également en Côte d'Ivoire. Et donc, dans la tête des Gore, ils disent comme Donald Trump, il avait des problèmes avec la justice là-haut. Donc là, Laurent Gbagbo, ça a un problème avec la justice là-haut. Et donc là-haut, on va voir comment ça va se passer. Donc là, ils font des comparaisons, mais c'est simplement de la sorcellerie. Ce qu'on fait, c'est de la sorcellerie. Et cette sale sorcellerie du bas astral que vous faites là, c'est dans vos rêves. Parce que quand on attrape les sorciers là, on leur dit c'est toi qui étais le chef des sorciers dans votre monde là-bas. Il dit oui. Mais quand on dit il faut montrer ce que tu as là, c'est plumes de poulet, souvent même là, comment on appelle là même là, c'est bec de corbeau, ou bien même une boîte de sardines. C'est ça sa richesse. C'est aussi eux qui rêvent chaque fois. On a rêvé, ça ce qui va se passer. Bien avant Donald Trump, les Probabo avaient également glosé sur le même scénario quand, depuis sa cellule de prison, Ousmane Sonko a positionné Diomaye Faye, qui est parvenu à battre le parti au pouvoir au Sénégal. Donc c'était la même chose. Quand Ousmane Sonko avait gagné, ils étaient tous devenus des militants du PASTEF. Alors que ce que les Ivoiriens leur demandent là, ces gens-là, que ce soit Donald Trump, que ce soit Ousmane Sonko, ils avaient des programmes de campagne. Vous ne pourrez pas être comme eux tant que vous n'avez pas un programme de campagne. Mais quand on se laisse guider par l'idiotie et les sentiments, on perd le sens de la réalité. En 2022, ils en avaient fait autant quand le Brésilien Lula da Silva est revenu au pouvoir après un séjour carcéral. C'était la même chose. En 2022 encore, quand Lula da Silva est revenu au pouvoir, ils disent « Ouais, lui il vient de prison, il va aller là-bas. » Et ils avaient même créé un terme. De la prison au palais, ils avaient même créé ce terme-là. Pour mieux entretenir leur espoir, les Probabo n'hésitent pas à comparer leur mentor à l'icône de la démocratie sud-africaine Nelson Mandela. Et donc, quand vous écoutez les causeries de Gore, ils sont tellement désespérés que souvent, pour essayer de mettre un peu de baume dans le cœur de leurs militants, ils disent à leur même, est-ce que vous n'avez pas vu Mandela, il a fait tel nombre d'années en prison, mais Mandela il est sorti, non, il a été président, non. Voilà, donc Gbagbo il est comme Mandela aussi. Les gens aussi disent, c'est vrai, hein? Mais tout ça là, c'est pour entretenir un vain espoir. Oui, tous ceux que l'on vient de citer ont un parcours plus ou moins semblable à celui de Laurent Gbagbo. Mais ceci est un véritable miroir aux alouettes. Ce n'est pas parce que ces personnes ont tous fait la prison que Laurent Gbagbo est semblable à ces personnes ou bien que ces personnes ressemblent à Laurent Gbagbo. C'est une fausse perception. Quand tu prends le miroir et puis tu te regardes là, tu vas voir même toi-même ta propre image. Tu ne peux pas voir l'image de quelqu'un d'autre. Si tu vois le visage de quelqu'un d'autre, c'est que toi-même, c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire, tu prends le miroir, tu te regardes dedans. Et puis, c'est Djeneba, je vois dedans là. Ça là, c'est pas bon pour moi-même. Et c'est ça que vous, les militants PPAC, vous êtes en train de faire. Vous prenez Laurent Gbagbo et quand vous le regardez, c'est Donald Trump, c'est Sonko, c'est Lula, c'est Mandela, vous voyez. Mais on va vous donner quelques faits. Qui disait quand il était au sommet de son pouvoir, quand j'étais petit, je volais souvent? Est-ce que Lula, quand il était petit, il volait? Est-ce que Ousmane Sonko, quand il était petit, il volait? Est-ce que Donald Trump, quand il était petit, il volait? Donc là, l'image véritable de Laurent Gbagbo, c'est l'histoire d'un enfant qui a commencé sa vie par le vol. Contrairement aux autres. Là, le miroir dans lequel on se regarde là, on va dire les vrais visages. C'est l'histoire d'un enfant voleur. N'est-ce pas Laurent Gbagbo qui disait 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance? Quand tu te regardes dans ton miroir,
c'est le visage d'un génocidaire endurci. Et donc là, c'est ce que tu veux fuir. Et pour ne pas accepter ça, quand tu regardes dans ton miroir, tu vois les autres. Pris un à un, Laurent Gbagbo est loin et vraiment très loin d'être comparé à Donald Trump, Lula da Silva, Ousmane Sonko et encore moins à Nelson Mandela. Les profils de ces élus au parcours atypique sont loin de ressembler à celui de Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo, on peut citer tes exemples. Tu ne ressembles ni à Trump, ni à da Silva, ni à Ousmane Sonko. Et eux aussi ne te ressemblent pas. Parce qu'il suffit de citer tes propos et tes dits. On comprend que eux là, ils n'ont pas vécu comme toi. En dehors de Donald Trump qui avait refusé de reconnaître sa défaite, aucun de ses anciens nouveaux présidents n'a entraîné son pays dans une guerre qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Or, sous nos cieux, le sieur Laurent Gbagbo avait juré de conserver le pouvoir sur le sang des Ivoiriens. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Donc Laurent Gbagbo, quand on est un criminel patenté, endurci, et qu'on a honte d'assumer sa propre image, on ne se compare pas aux autres. Et même c'est la caractéristique des lâches et des indignes que de se comparer aux autres. Dans la vie, là, quand toi tu te regardes et puis tu te compares aux autres, là, ça veut dire que tu as échoué. Sinon, là, c'est les autres qui devraient se comparer à. Mais tellement tu as échoué politiquement, idéologiquement, que maintenant, là, ton souhait, là, c'est de te comparer aux autres. C'est un échec pour vous. Le mauvais perdant, Donald Trump, ne l'a pas fait aux États-Unis, encore moins Lula da Silva au Brésil. Ce qui achève de convaincre que les parcours sont loin d'être similaires. Ce sont les appareils politiques sur lesquels ces leaders se sont basés pour revenir au pouvoir. Laurent Gbagbo, Donald Trump, là, il a utilisé la machine républicaine. Lula da Silva au Brésil a utilisé la machine socialiste. Mais toi, aujourd'hui, tu utilises quel appareil politique? Et quel est le poids de ton appareil politique? Les républicains, là, ils sont bien représentés au Sénat et à la Chambre des représentants. Mais toi, ton PPACI, là, ils ont combien de députés, ils ont combien de maires? Quand on parle d'appareil politique, on parle de pouvoir financier. Si tu n'as pas un appareil politique, tu n'auras pas l'argent suffisant pour pouvoir faire évoluer ta machine. Ouais, j'oubliais, il y a les milliards volés qui ont été cachés dans les chambres à Paris. Ça, c'est vrai. Il y a aussi ce qui a été caché en Afrique du Sud. Et il y a aussi ce qui a été caché dans la banque d'investissement de l'Angola. Et il y a aussi les fonds que vous avez mis à travers des prêts non. Je me souviens que les Ghanéens vous ont fait un deal où vous construisez des biens et eux, ils ont une moitié de la gestion. J'oubliais que vous avez tout ça. Donc, ça veut dire que vous avez de l'argent. C'est moi, je suis un idiot qui me trompe. Donc, l'argent ne sera pas un problème. Au moment où il le faut, vous aurez l'argent. Mais toujours est-il que quand il s'agit d'avoir un appareil politique, si on laisse l'argent de côté, c'est que vous n'avez pas. Parce que si vous aviez de l'argent, vous ne serez pas en train de crier toi-même Laurent Gbagbo pour dire qu'on ne te paye pas ta rente viagère. Mais je préfère considérer que je suis bête et que vous avez l'argent. Mais un appareil politique, c'est aussi la capacité de pouvoir influencer les décisions. Si tu n'as donc pas un appareil politique qui peut t'aider à l'hémicycle là, pour pouvoir aller déposer un projet de loi en faveur de ton amnistie, tu comprendras donc ce que c'est qu'un appareil politique. Ça, c'est un petit coup de politique gratuitement que je te donne. Et donc là, tu comprendras que un vrai leader a toujours besoin d'un appareil politique. Si tu avais un véritable appareil politique aujourd'hui, là, au lieu de crier pour que les autres n'ont qu'à avoir pitié de toi pour que tu deviennes candidat, c'est ce que je dis toujours au Gore. Alassane Ouattara a peur de Laurent Gbagbo. Et en même temps, vous dites, il n'a qu'à inscrire Laurent Gbagbo. Ah, c'est lui qui a le pouvoir de faire Laurent Gbagbo candidat, mais en même temps, il a peur de lui. Est-ce que vous comprenez vous-même? C'est-à-dire, moi, j'ai la force de frapper quelqu'un, mais en même temps, on me dit, moi-même, je n'ai qu'à attacher mes pieds et mes bras, et puis me coucher, et puis maintenant, dire à la personne, viens me frapper. Non, Laurent Gbagbo est fort. Laurent Gbagbo est fort. Ouattara a peur de lui. Donc, Laurent Gbagbo, là, tellement il est fort, là, il n'a qu'à s'amnistier lui-même. Et qu'est-ce qu'il va faire pour s'amnistier? Je vous donne
un bonus gratuit. S'il a un appareil politique sérieux, là, il n'a qu'à demander aux députés de son appareil politique, de EDS, du LMP et du PDCI, là, mettez-vous ensemble, faites un projet de loi, vous allez demander l'amnistie pour Laurent Gbagbo. Donc vous voyez de quoi je vous parle maintenant. La politique, ce n'est pas seulement l'argent, il y a l'influence politique aussi. Tous étant en prison ou dans l'opposition, ont travaillé pour l'union et la consolidation de leurs partis respectifs. Mais Laurent Gbagbo, dans ton cas, c'est encore plus grave. Et regarde comment Donald Trump a pu fédérer, même au-delà des républicains, il a pu faire fédérer les Américains sur sa cause. Quand il a utilisé des thématiques pour dire aux Américains, quand tu rentres dans le supermarché, comment tu en ressors? Toi, au fond de toi, quand tu te regardes, j'en ressors très énervé. Et donc, contrairement à toi, qui a divisé toute la gauche, qui a divisé les Ivoiriens, eux là, pour prendre le pouvoir là, eux n'ont pas divisé leur population, n'ont pas divisé leur parti politique. Quand Lula da Silva ou Ousmane Sonko voulaient prendre le pouvoir, non seulement ils avaient des programmes politiques que vous n'avez pas et que vous ne pourrez jamais avoir, mais ils avaient des langages pour réunir les populations autour d'un idéal. Que tu sois républicain ou démocrate, aujourd'hui il faut rentrer au supermarché, tu ressors très énervé. Et il lui dit, je vais vous aider là-bas. Même chose pour Lula da Silva. Quand je vais revenir, les programmes qui étaient déjà là, j'ai été l'homme qui a fait le plus de social au Brésil. Quand je vais revenir, on va restructurer les favelas. On va dire à la BOPE, c'est la police qui lutte contre le grand crime au Brésil. On va dire à la BOPE de ne plus tirer dans le vide. On va restructurer les choses. Parce que ce qu'on voit, tout est programmé. Et donc, on va lutter ensemble. Mais chez toi, ton parti politique est divisé en combien de partis? Il y a MGC, il y a COGEP, il y a FPI, il y a PPACI. Maintenant, dans FPI, là, il y a une autre mouvance qui va naître bientôt encore. Ça fait 5. Tu as divisé tout cela. Et pour te rendre compte que tu es un diviseur patenté, quand tu as lancé ton appel de Benoît, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté sur toi? Ça doit te donner une leçon. Pour dire que les autres, que tu penses être tes partisans, même sont déçus de toi. Or, chez Laurent Gbagbo, c'est tout le contraire. Il s'est même permis de laisser le parti qu'il a révélé au monde pour fonder une nouvelle formation qui peine à séduire les Ivoiriens. Ton PPACI là-haut, les Ivoiriens même, ça n'intéresse personne. Bon, ton FPI là, c'est devenu l'ombre même de lui-même. Plus grave, au sein de sa famille politique, Laurent Gbagbo est devenu le plus grand diviseur commun. Après la perte du pouvoir, il s'est mis à dos avec la plupart de ceux qui étaient les fers de lance de son combat politique. Toi, tu as commencé quelque chose avec des gens. Non seulement tu connais ces gens, mais ces personnes aussi te connaissent profondément. Quand toi et puis quelqu'un, vous vous connaissez trop là, on ne se sépare pas n'importe comment. Même quand ça ne va plus là, on fait ça doucement. C'est un exemple des plus bêtes que je prends. Mais un homme et une femme qui ont vécu beaucoup ensemble, qui ont partagé beaucoup de complicité. Hey, quand vous devez vous séparer là, faites ça doucement. Parce que si chacun veut prendre son cœur pour dire, voilà comment tu es là, c'est pas bon. Hein? Ça, c'est seulement dans les relations humaines d'abord. Quand toi et puis quelqu'un, vous êtes dans quelque chose, et puis vous avez duré dedans ensemble là. Le jour que vous voulez vous séparer là, la meilleure manière là, chacun peut se taire. Et chacun peut se préserver en cachant le côté faible de l'autre. Parce que si tu dis quelque chose sur moi là, je vais sortir aussi pour dire telle chose. C'est comme dans un couple. Tu veux gâter mon nom, moi aussi je vais gâter ton nom. Bon, maintenant toi-même, Laurent Gbagbo, ceux qui ont créé le FPA avec toi, tous les sales coups que vous avez fait, tous les ken que vous avez fait ensemble là, toi tu es revenu, tu les combats. Eux aussi ils se lèvent, ils disent comme c'est comme ça là aussi là. Nous aussi on va casser tes papos. Bon, ça on n'a qu'à laisser. Femme que tu avais mariée là, Madame Simone. Après,
plus d'un demi-siècle de vie en commun. Aujourd'hui, tu luttes avec elle. Tu luttes avec elle. Aujourd'hui, tu ne parles plus avec Blé Goudé. Alors que techniquement parlant, tu aurais pu utiliser Blé Goudé comme l'élément pour fédérer la jeunesse autour de ton combat. Et tu montres encore que tu es un inconscient. Parce que quel que soit ce que Blé Goudé a fait, moi je ne vais jamais aimer Blé Goudé. Mais, si moi, j'étais pro-Babo, je n'allais jamais abandonner Blé Goudé. Parce que le combat qu'il a fait pour Babo, là, par devoir de reconnaissance, c'est ce que nous on vous dit. Ouattara, là, nous on ne va jamais l'abandonner. Même si on attrape Ouattara avec l'argent, on dit qu'il est en train de sortir de la BCAO, il a les mallettes là. Moi, je vais dire c'est pas lui. On va dire c'est qui? Je vais dire c'est moi. Parce que moi, je sais ce que Ouattara a fait pour mes parents. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'or. Il n'a pas donné la soie. Ça fait 14 ans, mes parents vivent en paix. Ça fait 14 ans, moi-même là, vrai là, de la manière on envoyait l'argent avant au pays là. Il y a la guerre, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se déplacer. Ça a diminué. Donc ce sont des économies que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, l'Ivoirien est respecté. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, il y a une partie de la population qui avait été animalisée. Les gens avaient un système de créer un génocide contre les gens du Nord en Côte d'Ivoire. Mais grâce au combat du président Ouattara, tout ça n'a pas eu lieu. Malgré qu'on a eu des calamités. Donc quand je regarde tout ça là, le président Ouattara que vous voyez là, sa maman là, elle a été déterrée et traînée par Blé Goudé. Pour toi, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ça est Blé Goudé là, tu te bats. Mais Blé Goudé même sait que même demain, sinon on l'attrape là, nous on va lui faire sa sauce. Parce que ce sont les indignes et les incapables qui disent non, moi je pardonne. Non, on ne pardonne pas. Hein? Nous, on ne pardonne pas. Nous, on veut rendre notre coup. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, mettez-vous à côté. Puisqu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous tous, on est revenus à la conclusion, il n'y a pas de justice. Donc là, chacun peut se faire sa propre justice. Mais on atteint un petit moment de désordre et on va se régler les comptes dans le pays là. Parce que les gens incitent à la haine, ils font tout. Afi même lors de son... le dimanche, il dit que machette coûte 3000. Toi, tu as pris des machettes, mais c'est nous, on a lime pour aiguiser machette là. Lime est plus moins cher que machette. On va se retrouver. Et donc là, ceux qui vous tiennent des discours alambiqués pour vous faire plaisir, moi je ne suis pas dans ça. Guerre civile que vous voulez là. Si vous voulez ça demain là, commencez ça, on va faire. À la seconde près, on va faire. Mais toi, Blé Goudé, on ne va jamais te laisser. On ne va jamais te laisser. Vous les petits criminels là, on ne va pas vous laisser. Que vous ayez été blanchi, que vous ayez été noirci, ou même qu'on vous ait peint en gris là, ça c'est votre problème. Mais le jour qu'on va vous attraper là, et puis on va se regarder fa là, c'est ce jour-là vous allez comprendre comment Dieu a créé chacun des êtres humains. Comme vous, votre plaisir c'était de massacrer les parents des autres, on va aussi se venger pour que vos parents ressentent la douleur du mal que vous avez fait aux autres. Voici donc l'homme qui veut se comparer à Nelson Mandela, à Donald Trump ou encore à Lula da Silva. En réalité, un homme indigne qui veut se comparer à tout le monde. Comme on le dit très souvent, le rêve est permis. Mais il y a des projets qui ne peuvent exister qu'en rêve. Donc le projet de Laurent Gbagbo, là, c'est un projet qui peut réaliser en rêve. Mais dans la réalité, là, c'est quelque chose qui ne pourra jamais se faire. Et donc, c'est le cas des pro-Gbagbo. Comment un parti qui peine à assurer sa cohésion interne et dont le président s'est séparé de ses principaux soutiens, peut-il rêver de revenir au pouvoir parce que cela s'est produit ailleurs? C'est-à-dire, lui, il reste en Côte d'Ivoire là-bas avec ses partisans moutonisés et ensauvagés par la dictature et surtout par, je vais appeler, c'est pas le mot dictature que je voulais, par l'endoctrinement, c'est ce que je voulais. Moutonisés par l'endoctrinement, comme Ousmane Sonko a gagné au Burkina Faso, là j'ai fait dans la comédie, sinon c'est au Sénégal. Hein. Comme Ousmane Sonko a gagné au Burkina Faso, donc la Gbagbo aussi sera comme ça. Comme Donald Trump a gagné en Afghanistan, donc la Gbagbo sera comme ça. Gbagbo, tu seras le Donald Trump de l'Afghanistan. Tu seras le Ousmane Sonko de Ouagadougou. Tu seras le Lula da Silva de Bamako. C'est ce que tu seras. Tu ne seras rien d'autre que l'homme de ta piètre personne. Tu es un criminel. Tu es quelqu'un aujourd'hui qui a honte même de sa vie et qui se compare à d'autres personnes.
Moi, je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Mon expérience de vie me permet de savoir que si j'ai du respect pour le nombre d'années que j'ai vécu, je dois faire le bilan de ma vie. Soit je me corrige, ou bien soit je dois être fier de ce que j'ai fait pour avancer. Mais au soir de ta vie, quand tu te vois en train de te comparer à quelqu'un, je vais ressembler à Mandela, je suis Lula da Silva, je suis Donald Trump, je suis Sonko, ça veut dire que toi-même, ta vie, là, tu as mal vécu. Tu as vécu une sale vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu veux ressembler aux autres. Mais tu ne vas jamais ressembler aux autres. Ta sale vie, là, ça va rester collé sur toi. Et c'est un rêve que tu pourras réaliser tes projets. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et vous, les gens du PPACI, avec Laurent Gbagbo, là, vous êtes dans la sorcellerie et vous vous nourrissez dans les rêves avec les substrats du négatif. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bande de sorciers. Et puis, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui vous promenez pour dire aux gens, l'article 48, là, c'est Gbagbo qui a signé pour avoir pitié de Ouattara. J'ai expliqué ça fatigué. Mais les gens, là, ils ne comprennent pas. Comme moi, je suis un mouton de Ouattara, on dit, toi, tu es là pour bêler seulement. On s'en fout de ce que tu dis. Bon, il y a un opposant à Ouattara qui a expliqué ça sur une télévision ivoirienne. Vous allez bien écouter. Et puis après, je vais faire un résumé en 1 minute. C'est qu'on explique. En 2005, quand il y a eu la guerre, j'ai déjà fait où j'ai bien expliqué mot à mot l'accord de Pretoria. C'était en 2005. Quand ils ont fini de faire l'accord, là, on a dit, quel est le problème? Et là, le problème, là, c'est une question électorale. Et donc, Thabo Mbeki a mis les 4 protagonistes. Gbagbo, Soro, Bédié et puis Ouattara. Il dit, tant que vous n'allez pas finir de trouver une solution, vous ne sortez pas de la capitale ici, Pretoria. Donc quand ils se sont assis là, ils ont tourné jusqu'à quand ils disent, bon, tous ceux qui sont à l'accord de Pretoria seront candidats. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont à l'accord de Pretoria seront candidats. Ça veut dire, c'est l'accord de Pretoria, c'est par accord politique que le président Ouattara est devenu candidat. Mais cet accord politique s'est passé dans quel contexte? C'est parce que Laurent Gbagbo avait eu la gueule fracassée. Ah, ça, il faut qu'on vous le dise. Hein? Ah, il a eu la gueule fracassée puisque avant l'accord de Pretoria, le PDCI voulait jouer les gna. Il a dit au PDCI, mais est-ce que vous avez des armes? Je ne parle qu'avec ceux qui ont des armes. Donc Laurent Gbagbo, il a été contraint d'accepter au même titre les accords de Pretoria. Et ce sont les accords de Pretoria. Quand ils vont finir là, j'ai déjà fait une émission sur ça. Quand vous allez regarder là-bas, vous allez comprendre les détails. C'est là maintenant, on va pouvoir procéder. Et ça devait être en 2005. Et donc, quand vous allez voir, en 2005, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que la Cour suprême a dit? La Cour suprême dit, en référence aux accords de Pretoria qui faisaient de certains des leaders politiques, des candidats, on prend ça comme un fait. Et maintenant, ceux des autres partis qui n'étaient pas présents à l'accord de Pretoria, là, eux maintenant, on les ajoute. Mais ce n'était pas tout. Malgré l'accord de Pretoria, tous ceux qui ont été candidats étaient obligés d'amener les documents qu'il fallait. L'accord de Pretoria était simplement un accord pour dire, comme on cherche à mettre fin au problème ivoirien, quelle est la solution que vous proposez? La solution qu'on propose, c'est que tout le monde soit candidat. C'est ça qui a fait que Ouattara est devenu candidat. Mais quand il est devenu candidat, ce n'était pas suffisant. Il a déposé les dossiers comme tous les autres. C'est ce que le monsieur va expliquer dans gros français. Mais c'est ce que moi, je vous ai toujours expliqué en petit français. Et je vais vous faire écouter pour que vous compreniez bien la nuance. Donc, Alassane Ouattara n'a jamais eu besoin de l'article 48 pour être candidat en Côte d'Ivoire. Sinon, on va vous demander de nous produire le document. Je suis laissé prendre, mais j'ai pris le temps ces derniers temps quand même de chercher à fouiller un peu. C'est cela. Cette question de l'article 48 dont on parle tant, à quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle disait et c'était quoi la décision finale? Allez-y, Élisée. L'article 48 effectivement a été prise suite à l'accord de Pretoria qui a eu lieu en 2005. Et c'était en prélude aux élections générales de 2005. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, il parle de quel article 48, qui rappelle? Oui, l'article 48 de la Constitution de 2000. Voilà, ivoirienne qui donnait donc le droit au chef de l'État de prendre un certain nombre de dispositions exceptionnelles. Et cet article 48 a été prise suite à l'accord de Pretoria, où j'ai eu instruction, bien évidemment, du facilitateur, donc de M. Thabo Mbeki, a demandé au chef de l'État de prendre donc cette disposition-là pour permettre que l'ensemble
des candidats en conflit à la crise, comment on appelle ça, qui a abouti à la rébellion, de pouvoir être candidat. C'était pour l'élection 2005. Dans un cadre précis, c'est ça? Oui, c'était pour l'élection 2005. 2004 même d'ailleurs. Et voilà, 2004 d'ailleurs, qu'il y a eu l'accord de Pretoria. C'était pour 2005. 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je vous lis une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élysée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe. Je reviens dessus, je donne l'intitulé décision numéro CI 2009 EP 026-2810-CC SG, Conseil constitutionnel secrétariat général. Ok, voilà ce que à la page 4, voilà ce que dit l'article. Vous me permettez de lire pour que tout le monde comprenne. Considérant par ailleurs que l'article 2 de la décision, je vous épargne tout 2014, indique que la décision numéro 2005 PR du 5 mai 2005 produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre, qu'en vertu de l'article 1 de la décision, je vais vous citer un peu tout ça, je viens sur ça, considérant que ces tests consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussis, déclarés éligibles, et d'autre part les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles. Donc vous entendez, non? Les candidats, ceux qui ont été candidats à partir de l'accord de Marcoussis, eux étaient un type de candidat. Et les autres qui n'étaient pas dans l'accord de Marcoussis, eux étaient aussi un autre type de candidat. Et donc les choses sont tellement claires pour ceux qui veulent comprendre. Constitutionnelle, législative et réglementaire en vigueur, considérant toutefois que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussis sont éligibles en application de la décision 2005, c'est-à-dire ce qui a été pris en mai 2005, suffisait, il n'en demeure pas moins, je finis, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, Ça veut dire quoi? Malgré l'accord de Pretoria, là, où tout le monde pouvait être candidat, là, tu dois envoyer les papiers de ton papa, de ta maman pour prouver que tu respectes tous les articles de la Constitution. Candidat à l'élection présidentielle issus de cette première catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont bénéficié de l'accord, de être tenus de produire une déclaration de candidature revêtue de la signature en indiquant les mentions relatives. Ses nom et prénom, sa filiation, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, sa profession, la nationalité de ses pères et mères, la couleur, le sigle et le symbole choisi par les bulletins uniques de vote, le parti politique l'ayant investi, le cas échéant. Quand on finit de dire ça, en bon français, ça veut dire quoi? Quoique ces personnes-là aient bénéficié des résultats d'un accord qui a eu lieu en 2004, ça ne les exempte pas de produire les documents qu'il faut pour être candidat. Ça veut dire quoi? Même si tu avais été éligible, c'est-à-dire que l'article 48 t'avait rendu éligible, tu as l'obligation de produire les documents exigés. Ça veut dire que si au terme... Justement, pourquoi vous insistez sur les documents? Mais c'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme de ce processus, quelqu'un a été donc déclaré candidat, ça veut dire qu'il remplissait les conditions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord. Ça veut dire s'il a été au thème du... Parce que je peux sortir la liste de ceux qui ont été retenus. En parallèle maintenant avec la situation que nous vivons, Élysée. Oui, ce que je veux dire, c'est simple, hein? Je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez, un mensonge plusieurs fois répété finit par devenir vérité. Oui, ça. Et effectivement, tellement ils ont répété que c'est l'article 48 qui a permis à Ouattara d'être candidat, c'est devenu une vérité pour les uns et les autres. Mais alors que quand tu prends les détails, tu comprends tout. Non, ça finit par devenir une vérité. L'article 48, là, elle a été prise dans un contexte précis. Mais l'article 48, là, c'est pas ça qui a rendu Ouattara éligible. Ce qui a rendu Ouattara... Qu'est-ce qu'il a rendu éligible? Je viens de lire. Ce qui a rendu le président Ouattara éligible, l'article 48 a rendu éligible les candidats. Mais le Conseil constitutionnel a dit, les documents, dans sa décision que j'ai citée du 29 novembre, a dit que on ne peut pas, c'est pas parce que comment on appelle ça, les accords vous ont rendu éligible que vous êtes exempté de produire les documents. Et ces documents, je les ai cités. Et au terme de je peux lire toute la décision jusqu'au bout, hein, c'est parce que c'est long. Mais en parallèle, au terme de la décision, la liste des candidats est sortie, il y a des gens qui ont été rejetés et il y a des gens qui ont été retenus. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quelque chose. Où je veux en venir, je veux dire que les accords, les échanges, les discussions politiques là, c'est vrai, c'est important. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours promouvoir le dialogue et les discussions. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi.
C'est-à-dire? Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut pas toujours brandir le fait que non, sur la base d'un tel article, on a permis à un tel de devenir ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça devient du chantage. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment... Et donc là, tontine politique là, on ne rentre pas dedans. Voilà. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est dans une posture où on est imbu par la volonté de voir notre pays aller à l'apaisement. Ce qui est passé là, parce que c'est bien beau de dire qu'on a passé, mais ce qui est passé là, c'est passé. Regardons l'avenir. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses avancent? Et je répète et je dis, pour moi, j'estime qu'il faut qu'on ouvre le dialogue politique. Ça, je le répète et je le dis encore. Et qu'on en discute et qu'on trouve un terrain d'entente qui soit à même de vraiment créer les conditions des futures élections apaisées. Alors, Élisée, donc, pour retenir, pour faire court, ça veut dire que le président Alassane Ouattara donc, a été candidat sur la base de cet article qui a été fait dans un contexte... C'est une décision qui est bien précis. Tout le monde au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Je suis juste résumer vos propos. Dans un contexte bien précis, c'était l'INAS Marcoussi. Il y avait aussi, donc il fallait aussi que les candidats puissent positionner leurs documents. Enfin, il y a un contexte qui sous-tend la candidature. L'article a été pris en prélude à l'élection 2025. L'élection 2025 a eu lieu et on est allé à l'élection 2010. Très bien. Herman, et la décision du Conseil constitutionnel là, elle existe, elle est fonctionnelle. Ok. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et à surtout tous ceux qui nous font confiance.